recevoir. Vous êtes candidat aux élections municipales de Strasbourg. Quel bilan faites-vous du mandat qui s'achève pour la Robertsau? Je crois que la Robertsau, le débat public a été particulièrement compliqué. A été compliqué peut-être parce qu'il y a une vie associative qui existe, qui est dynamique, qui est aussi dans ses propres contradictions. Je pense que la Cité de Lille a été un peu l'oubliée de ce mandat, en tout cas sur le quartier. Et le débat public a été un peu à l'image du débat qu'il y a eu sur le tram, où sur un même objet, il y a eu 3 ou 4 positions différentes, qui n'ont pas été des positions toujours très sereines, mais qui ont été extrêmement passionnelles. Et le débat à la Robertsau pendant 6 ans a été relativement passionnel. On est le 30 mars, ce soir, vous êtes élu. Qui nommez-vous pour être adjoint ou pour s'occuper du quartier? Alors, je n'ai pas de nom, je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincu à l'expérience, sur la Robertsau comme ailleurs, que la meilleure ou le meilleur des adjoints de quartier soit quelqu'un qui habite le quartier, parce qu'en habitant le quartier, c'est vrai qu'on le connaît, on n'en connaît qu'une partie, on ne connaît pas l'ensemble, et on n'a plus cette vision un peu distanciée qu'il faut avoir. Il faut avoir la proximité, mais il faut avoir le minimum de distance pour que, entre les intérêts particuliers et ce que j'appelle l'intérêt général, puisse se conjuguer. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il faille que ce soit quelqu'un qui habite le quartier. Mais vous nommeriez des adjoints de quartier? Oui, mais pas sur un découpage cantonal. Je crois qu'il y a eu, au cours de ce mandat, des avancées intéressantes, importantes en termes de démocratie locale. Il faut refonder cette démocratie locale. La question des conseils de quartier, comment faire le lien entre le quartier, la ville et l'agglomération. Et il faut aussi, quand je dis redécouper, c'est pas de faire du charcutage comme certains ont pu le faire, mais que les pourtours des conseils de quartier tiennent compte des périmètres de vie des gens. C'est pas le cas dans un découpage cantonal. Ce fameux parc des expositions, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes élu, vous maintenez au même endroit, vous le faites ailleurs, vous refaites un nouveau projet? Sur le parc des expositions, j'ai toujours eu une position claire. La municipalité précédente, avant 2008, avait comme projet de mettre le parc des expositions sur Egbolsheim, ce qui, de mon point de vue, était catastrophique. À la fois en termes d'étalement urbain, mais aussi en termes de proximité du parc des expositions dans la ville, parce qu'on sait aujourd'hui que les activités économiques, l'évolution et la diversification de ce qu'il y a dans les parcs expo fait que là où c'est le mieux, c'est à proximité du centre-ville. Donc je reste convaincu que le parc des expositions doit rester au Wacken, parce que c'est là, à la fois en termes d'activité économique, en termes de desserte, en termes de proximité du centre-ville, qu'il est le plus pertinent, même si c'est vrai qu'il a un peu du mal à rentrer, je dirais, dans le périmètre souhaitable, mais c'est quand même là qu'il a sa plus grande pertinence. Tram E, qu'est-ce qu'on fait? On redessine un tracé, on le prolonge, jusqu'à l'Escale, jusqu'à Mélanie, jusqu'à... Dans la prochaine échéance, la prolongation jusqu'à l'Escale est ce qu'il y a de plus pertinent. Il y a, je dirais, le bon sens l'amène là-bas. On ne peut pas à la fois se dire il faut faire évoluer les modes de déplacement et ne pas, parce qu'effectivement on est dans mon jardin ou dans un bout de mon jardin, se dire non, on ne peut pas aller plus loin. Donc aujourd'hui c'est l'Escale, c'est la prochaine échéance, et il faut réserver un certain nombre d'emprises pour que dans 5 ans, dans 10 ans ou peut-être dans 20 ans, on puisse aller plus loin vers la route de la Manzano. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'Escale qui est la localisation de la prolongation de loin la plus évidente. Port au pétrole, une épine dans le pied dans l'urbanisme strasbourgeois. C'est vrai que le port au pétrole est là depuis un demi-siècle. Et qu'il nécessite cette question de la cohabitation entre l'activité parfois dangereuse, l'habitat et puis des espaces qui ne sont pas utilisés. Je suis pour ma part convaincu que le port au pétrole va rester dans cet endroit-là, mais l'évolution, c'est que je pense que dans 10 ans ou dans 15 ans, nous n'aurons plus besoin de port au pétrole sur l'agglomération strasbourgeoise, parce qu'à la fois on va vers une évolution de la matière première qui est le pétrole, et donc c'est pas le déplacer qui va être le plus pertinent, mais ça va être l'extinction
progressive de cette fonction dans cette partie de la ville qui est aujourd'hui le plus serein à mettre en perspective. Donc je crois que c'est un sujet qui est important, qui est tendu, qui est sujet de tension, parce qu'effectivement il y a le principe de précaution nécessaire, mais en tout cas dans les 10 prochaines années il y aura encore une cohabitation et que c'est la fonction même qui sera appelée à disparaître. Ça va peut-être crisper au niveau d'un certain nombre d'industriels du pétrole, mais on va pas vers la fin du pétrole, mais on va une diminution de cette énergie fossile progressive. Est-ce que vous pensez que la ville, dans ce mandat qui s'achève, a suffisamment porté la problématique du PPRT ? Je crois que sur le PPRT, c'est comme sur un autre sujet que je connais bien, qui est la pollution du sol. Je l'ai vu sur le quartier comme Danube, où le sol est pollué. Voilà, il est pollué, il y a beaucoup de pollution. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait de la transparence et qu'il y ait du débat public. Et la transparence, effectivement, ça veut dire qu'on met tout sur la table. Les dangers réels, potentiels, parfois un certain nombre de fantasmes, mais aussi l'amélioration qu'il y a eu dans un certain nombre de sites industriels sur le port du Rhin. Et parallèlement à ça, il faut que le débat public s'instaure, même si le débat public il est parfois compliqué, chahuté, parce qu'on est sur de l'appréhension, on est sur de la confrontation, on est sur des points de vue différents. C'est peut-être à la fois cette transparence où il n'y a pas eu suffisamment d'éléments qui ont été fournis aux protagonistes, les habitants, les industriels, les associations sur le quartier, qui ont fait que le débat public et la préfecture, moi je pense beaucoup à la préfecture, parce que, en tout cas, l'État, sur cette question, comme sur d'autres, c'est pas la transparence qui est, je dirais, c'est pas ses fondamentaux. Il y a quand même, dans ce domaine-là, je ne veux pas dire des secrets gardés, mais en tout cas, une espèce de crispation à donner l'ensemble des éléments, surtout quand ils sont compliqués. Et donc, s'il y avait eu un peu plus de transparence, et donc de permettre que le débat public se fasse en toute transparence, le débat public eût été de meilleure qualité, ce qui ne veut pas dire qu'il eût été moins passionné, mais au moins tout un chacun avait en main les enjeux du débat. Forêt-la-Robertso, est-ce que vous liez le problème du classement, le classement de la Forêt-la-Robertso au PPRT, ou alors vous en faites adresser à part ? Non, la forêt de la Robertso et son classement, pour nous, c'est une évidence. C'est quelque chose. C'est pas pour dire qu'il faut une sacralisation, mais je crois qu'il y a des territoires dans la ville et dans l'agglomération où il faut dire on ne touche pas. On les laisse en tant que tels parce que c'est une réserve naturelle et c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine de l'humanité et qui fait partie autant que le centre de la ville de Strasbourg, patrimoine de l'humanité. Il y a ce que fait l'UNESCO, mais la forêt de la Robertso, de mon point de vue, a autant d'importance que les autres sites UNESCO sur Strasbourg. Donc il faut lui conférer cette fonction de parc qu'on ne touche pas. Circulation, alors ça c'est un problème récurrent à Robertso, qui est un quartier quand même avec peu d'entrées et qui utilise énormément la voiture. Je pense qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de nouvelles voies qui se créent, parce qu'on sait que dans la ville, mais aussi ailleurs, je vais parler du GCO, mais toute création de nouvelles voies, surtout quand c'est une grande voie, c'est les aspirateurs à voiture, et ça génère une accélération en termes de déplacement. Aujourd'hui, il y a 4 orientations qui me paraissent nécessaires sur la Robertso. C'est effectivement le prolongement de la ligne de tram jusqu'à l'Escale et de réserver pour la suite. C'est un certain nombre de lignes, une ou plusieurs, de lignes à bus à haut niveau service, notamment celles qui puissent aussi relier la cité de Lille vers la Robertso. C'est l'usage du vélo et la marche à pied. Aujourd'hui, il faut, sur la Robertso comme ailleurs, essayer le plus possible de diminuer à la fois la place de la voiture et les flux automobiles, y compris sur le flux qui vient de l'Avanzano et de plus loin, mais trouver un certain nombre de parkings relais qui puissent permettre à des personnes venant de l'extérieur de prendre le tram ou d'autres modes de déplacement le plus rapidement possible en amont de leur entrée dans la ville. Comment vous faites pour traverser la Robertso actuellement, vélo ? Soit je passe par la rue Beuclin, ce qui n'est pas toujours facile, soit je passe par l'arrière, c'est-à-dire les quais, et puis pour aller à Saint-François notamment. C'est vrai qu'il y a quelques passages qui sont compliqués, ou qu'il faut sécuriser,
Mais il n'y a pas de mystère là-dedans. S'il y a plus de place pour le vélo, c'est moins de place pour la voiture. Et donc, il faut aussi, à un moment, faire des choix dans ce domaine-là. Pour moi, je n'ai pas d'état d'âme dans ce domaine-là. Mais le fait qu'à la Robertso, les rues soient suffisamment étroites, je ne parle pas de la route de l'Avanzono et de la rue Beuclin, soient suffisamment étroites, fait que le vélo est plus facile parce que la vitesse de circulation des voitures est un peu ralentie, ce qui sécurise le vélo et permet donc son usage plus facile. L'urbanisation, densification, on sent les Robertso bien très chatouilleux sur ce domaine-là. Oui, j'en sais quelque chose, pour avoir mon nom par-ci par-là sur le... Apparemment, vous êtes célèbre dans la rue du Parc. Oui, paraît-il. Alors, je pense qu'on a sur Strasbourg, sur l'ensemble des quartiers de Strasbourg, nécessité de construire du logement social. Et par rapport à ça, nous avons pris un certain nombre de retards pendant 7 ou 8 ans précédemment, et donc il nous a semblé nécessaire d'accélérer la construction de logements. Et donc, une partie de la Robertso, je dis bien une partie de la Robertso, est destinée ou a été destinée au logement, ce qui me semble tout à fait évident. Et donc, la Robertso, de manière différente, de manière particulière à chaque quartier, doit à la fois articuler le patrimoine et la modernité, mais doit aussi accueillir un certain nombre de logements sociaux, même si ça craquelle dans le quartier, dire comme tout quartier en mutation, mais on ne peut pas dire il y a un quartier ou d'autres qui reste à l'écart de l'évolution de la ville. C'est pas la question seulement de l'urbanisation, c'est sur l'évolution de la ville, parce que il y a beaucoup de demandes de logement à la Robertso comme sur d'autres quartiers, et c'est vrai que cette articulation nature, logement et déplacement doit trouver peut-être un peu plus d'articulation à la Robertso, il ne l'avait peut-être pas suffisamment. Et aujourd'hui, on remplace des demeures qui avaient un cachet, un caractère, par du moderne. C'est l'avantage d'être confortable, économe, BBC. Maintenant, ça ressemble à tout ce qu'on trouve partout ailleurs. Oui, mais je crois qu'il y a plusieurs... Comment on fait pour protéger ce patrimoine ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. On a, dans le cadre du PLU, quand il était municipal, fait un PLU patrimonial où on a essayé d'identifier sur le quartier de la Robertso comme sur d'autres quartiers ce qui était de l'ordre du patrimoine à préserver, notamment du patrimoine immobilier, d'un certain nombre de maisons, d'immeubles. Et je crois que l'état des lieux qui a été fait permettait, ou permet toujours d'ailleurs, de protéger une grande partie du patrimoine de la Robertso. Et la question qu'on a, c'est comment on articule le patrimoine et la modernité, y compris dans les formes urbaines et dans les formes architecturales. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les formes urbaines et architecturales qui permettent de concilier cette articulation entre le patrimoine et la modernité. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut préserver, et puis il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le droit. Je me souviens d'avoir opposé un refus de permis de construire pour la démolition d'un immeuble qui, de mon point de vue, avait une valeur patrimoniale. Le tribunal administratif a condamné la ville à donner une réponse positive au promoteur immobilier, et donc cet immeuble de la route de l'Avanzono a été démoli, a été remplacé par un immeuble qui, effectivement, architecturalement, n'est pas au top de ce qu'on pourrait attendre. Avez-vous dans votre programme des points spécifiques sur la Robertso ? Je crois qu'il y a là aussi deux points qui me semblent importants. C'est que la Robertso a aujourd'hui la chance d'être en capacité d'initier ou d'expérimenter un agroquartier. Je ne sais pas aujourd'hui selon quelle modalité, mais cette idée de travailler sur un périmètre agricole, urbain, et donc comment on allie l'urbanisation, l'agriculture, cette cohabitation-là. Aujourd'hui, ce projet ou cet avant-projet à la Robertso peut être non seulement une expérience sur l'ensemble de Strasbourg, mais aussi sur le Grand Est. Donc ça, c'est le premier élément où la Robertso peut jouer un rôle dans ce domaine-là. La deuxième concerne la Cité de Lille, c'est de ramener la Cité de Lille à la Robertso et de ramener la Cité de Lille dans la ville. Elle a été oubliée ces dernières années, et pas seulement parce que les commerces sont partis, mais parce qu'il y a ce sentiment d'abandon. Parce qu'il y a des commerces qui sont partis, mais il y a aussi la mission locale qui est partie, un certain nombre d'associations, un certain nombre de services publics qui sont partis, et je n'ai pas senti la réaction collective à la hauteur de ce qui se passait dans le quartier,
Peut-être parce qu'on avait plus les yeux braqués sur l'ancienne Robertsau, trop braqués sur le Wacken, mais en tout cas la cité de Lille au centre, qui est quand même une population relativement importante, s'est un peu semblé, en tout cas senti un peu oublié. Est-ce qu'aujourd'hui il y a assez de vie sociale, il y a assez d'animation pour un quartier comme Alors, là aussi, ça dépend de quelle partie du quartier on prend. Le Wacken aujourd'hui se sent très proche du centre-ville, se sent pas loin du PMC, etc. Donc de ce côté-là, les choses sont différentes, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un tissu économico-commercial suffisamment dense. Au niveau de la cité de Lille, c'est d'abord les services de proximité commerciaux et services publics qui sont prioritaires. Je pense que sur la vieille Robertsau, ou en tout cas sur la Robertsau, l'arrivée du tram jusqu'à l'Escale va revivifier le quartier et va permettre certainement à la fois que la Robertsau soit plus accessible de l'extérieur, que les Robertsauviens puissent aussi aller plus facilement sur un certain nombre d'autres secteurs de la ville. En tout cas, ce que nous préconisons à partir de la fin de l'année, c'est qu'on fasse sur chaque quartier, donc aussi sur la Robertsau, ce que nous appelons un agenda 21. C'est un état des lieux partagé entre la ville, les habitants, les associations, un certain nombre de services pour se dire quel est l'avenir de ce quartier, quelles sont les réalités de ce quartier, quels sont les vécus de ce quartier et quelles sont les projections que l'on peut avoir sur les prochaines années, mais aussi la prochaine décennie. Dans les écoles maternelles, si vous êtes élu, dans les écoles primaires, vous mettez de l'informatique, vous mettez des tableaux blancs, vous mettez des tablettes? J'ai pas de réponse à ces questions. Vous proposez un plan fibre pour la ville? Oui, je pense qu'il faut sur les équipements publics, que ce soit les écoles, les locaux culturels ou autres, qu'il y ait un plan fibre à la fois pour des questions liées aux ondes électromagnétiques, mais aussi pour qu'il y ait une égalité d'accès du plus grand nombre au numérique, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas parce que, je dirais, on est encore sur une approche personnelle de ces équipements-là. Et on sait que si on veut travailler dans le futur, si on veut travailler pour l'avenir de nos enfants, mais si on veut aussi travailler dans cette réflexion un peu interactive sur la vie de la ville, c'est vrai que le numérique et donc la généralisation des équipements est indispensable. Quand est-ce que la signalisation sera bilingue ou trilingue dans le tram? Surtout, elle l'est sur un certain nombre d'arrêts, notamment celui qui est à côté d'ici. Il faut, et pas seulement parce que c'est le quartier européen, je pense qu'il ne faut surtout pas parce que c'est le quartier européen, mais la signalétique, mais aussi ce qu'on entend dans le tram doit être plurilingue le plus rapidement possible sur l'ensemble des stations de la ville. Anglais, allemand, espéranto, alsacien? Au moins anglais, allemand ou alsacien, j'ai pas de religion en la matière. Vous aimez les poireaux? Moyennement. Je sais bien que c'est l'emblème de la Robertsau, hein. Je sais que c'est l'emblème de la Robertsau, donc entre le légume en tant que tel et le goût qu'on peut avoir du légume. En tout cas, moi j'ai habité la Robertsau il y a 40 ans. Et à la fois, je trouve que le quartier a changé et n'a pas changé. C'est-à-dire, il a changé parce qu'il y a eu du neuf. Il y a eu du neuf, j'habitais à Route de la Vansono, au 14 Route de la Vansono. Il a changé parce qu'il y a eu des apports nouveaux, les institutions européennes, un certain nombre d'immeubles neufs où effectivement architecturalement c'est pas toujours des réussites, notamment ce qui a été fait dans les années 80 et 90. Et puis quelque part, c'est un quartier qui a toujours gardé un minimum de respiration et d'état d'esprit un peu frondeur, un peu à côté, un peu interpellateur. Ce qui en fait, c'est pas une question, ce qui en fait son charme, mais ce qui fait l'intérêt de la Robertsau, même si c'est compliqué quand on est élu municipal, la Robertsau c'est compliqué, je vois en tant qu'adjoint à l'urbanisme, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un quartier où il y a des acteurs qui décapent, qui râlent, qui font des propositions, qui sont parfois frustrés, que d'avoir un quartier complètement atone. Vous me faites le portrait de Robert Grossman, quasiment. Ah, je ne sais pas si je fais le portrait de Robert Grossman. Sa sortie au dernier conseil municipal a été assez émouvante, y compris pour moi. Pourtant, on s'est quand même beaucoup écharpé ces dernières années. Alors le poireau, vous mangez comment? J'en mangeais peu, on a compris. Non, je mange ce qu'il faut en légumes, que ce soit notamment en soupe. Voilà.
Mais c'est peut-être pour faire passer le goût qu'on le mélange avec d'autres légumes. Pour pommes de terre. Voilà, exactement. À la lune, merci beaucoup. Merci.